Merci de nous rejoindre pour une vingtaine de minutes d'actualité au sommaire de la mécanisation agricole pour de meilleurs rendements au Faso. Le PAFA 4R voit le jour un projet complémentaire au PAPFA orienté vers les filières agricoles pour un début de projet. 4 régions reçoivent le tracteur remise officielle à suivre en début de journal. Également à la une, un retour aux sources pour raviver la flamme du vivre en communauté à travers la promotion des valeurs culturelles, sensibiliser et prévenir. Le ministre Sango se veut optimiste. Vous l'entendrez dans un instant. À l'international, la menace du Covid-19 est toujours d'actualité. De nouvelles contaminations signalées dans plusieurs pays, ce qui fait craindre un regain de la maladie à coronavirus. Mesdames et messieurs, bienvenue. Mais avant de développer ces titres, direction Fada, on l'a appris hier dimanche. Le convoi de Mathias Tankwano, président du Conseil supérieur de la communication, a fait l'objet d'une attaque terroriste entre Kantiari et Boudiri dans la province de la Tapoa, à l'est du Burkina. Le président du CSC le confirme, pas de perte en vies humaines. Réaction de Mathias Tankwano au micro de Ibrahim Sanou. Après avoir remercié Dieu, comme je le disais, et les man de la région de l'Est, je veux très sincèrement remercier les forces de défense et de sécurité pour ce qui nous est arrivé hier. En attendant que les forces de défense et de sécurité nous disent ce qui est arrivé réellement, nous avons subi donc une attaque complexe où notre véhicule, au bord duquel j'étais avec 3 autres passagers, et nous avons sauté sur une mine, et donc suivi de tirs. Et grâce à la protection divine, tous les occupants sont sortis indemnes, personne n'a été blessé de cette attaque. Et donc voilà ce que nous avons vécu. Mais l'essentiel pour nous, comme j'ai dit, c'est vraiment encore réitérer mes remerciements aux forces de défense et de sécurité qui ont été promptes dans la réaction et qui ont su maîtriser la situation. Je le disais en début de journal, le PAFA 4R pour booster la mécanisation agricole au Burkina. C'est un projet complémentaire du PAPFA orienté vers les filières agricoles. Pour son lancement officiel, les régions du sud-ouest, des hauts-bassins, des cascades et de la boucle du monde se voient dotées de tracteurs bien équipés, 30 au total, sur le financement du Fonds international de développement et du groupe de la Banque africaine de développement. Issa Kafando, Maïmouna Traoré. Mécanisation agricole, 4 régions du Burkina Faso reçoivent des tracteurs, 30 au total. Le projet d'appui aux filières agricoles dans les régions du sud-ouest, des hauts-bassins, des cascades et de la boucle du Mouhoun, FAPA 4R, lance ainsi ses activités. C'est pour dire que c'est une dynamique d'accélération de la mécanisation qui entre dans le cadre de ce programme. C'est un programme aussi qui va mettre l'accent sur les produits forestiers non liés, mais également la pisciculture pour permettre d'accroître la production de poissons au niveau du Burkina Faso. C'est pour dire que nous sommes dans une dynamique d'accélération de notre agriculture, de transformation structurelle de notre agriculture pour pouvoir répondre à nos besoins pour couvrir notre sécurité alimentaire dans la durabilité. L'objectif du projet est d'améliorer durablement la sécurité alimentaire et les revenus des exploitants agricoles. Cette matérialisation se fait à partir d'un ensemble de financements tout confondus. Ça fait 112 millions d'euros, à peu près 73,5 milliards de francs CFA. Tout est fin prêt pour que ce projet-là puisse réussir. Pour le représentant des bénéficiaires, le projet va contribuer à réduire la pauvreté et à stimuler la croissance économique dans ces 4 régions. C'est un sentiment de joie, de satisfaction pleine au regard vraiment de cette politique développée par le gouvernement de Burkina Faso avec ses partenaires. Le projet d'appui aux filières agricoles dans les régions du sud-ouest, des hauts-bassins, des cascades et de la boucle du Mouhoun s'étalera sur 6 ans, 2020-2026. Il compte plusieurs composantes, dont l'amélioration de la productivité et la commercialisation des produits agricoles.
Je le disais en début de journal, la recherche de la paix et de la cohésion sociale a retrouvé dans les profondeurs de nos traditions que l'on sait pacifiques. Le ministre Sango fait la promotion des valeurs culturelles, la solution à l'extrémisme violent au Faso, sensibiliser et prévenir. Il s'est voulu optimiste face aux forces vives de la région du centre-sud malgré la situation sécuritaire sur fond de menaces terroristes et de crises intercommunautaires. Retrouvons sur place dans la cité de l'épervier Nongbakouda et Amadou Marcelto. Lutte contre l'extrémisme violent, les valeurs culturelles mises à contribution dans la région du centre-sud. À cette conférence publique de Manga, le ministère en charge de la culture échange avec les différentes couches sociales sur des valeurs ancestrales à même de consolider la cohésion sociale. Le Mogo Naba Bango, chef suprême des Moussé, s'est fait porte-parole du travail que nous avons entrepris depuis 2 ans. Il a dit clairement au Ashkroun que si nous voulons que notre société fonctionne très bien, nous mettre à l'abri de toutes ces secousses, il faut travailler à enseigner la culture à nos enfants. Je compléterai pour dire qu'il faut sensibiliser les adultes autour de nos valeurs culturelles positives. Promotion de l'idéal de citoyens burkinabés, éveil de conscience de la population sont autant d'objectifs poursuivis pour mieux faire face à l'extrémisme violent. Il s'agit simplement de la tolérance, de la solidarité, du goût du travail bien fait, du respect des aînés. Donc nous souhaitons que les jeunes fassent ce retour sur eux-mêmes, parce que c'est la meilleure façon d'affronter l'avenir. La présente rencontre est la suite d'une série de conférences de diffusion des résultats du colloque national sur l'extrémisme violent et les valeurs de référence relatives à la lutte contre l'insécurité au Burkina Faso. Pour l'unité nationale et la réconciliation, Léandre Bassolé poursuit sa tournée chez Chiledima. Après Ouagadougou, Ouaïguya, Boussouma, il est cette fois chez Naba Djigmpolé, roi de Tenkodogo. Le président du Ashkroun demande conseil et bénédiction pour réussir la mission à lui assigner. Tanga Kafando. Chez Naba Djigmpolé, le président du Ashkroun, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, est venu demander conseil et bénédiction dans le cadre de sa mission. Ici, comme chez les notabilités coutumières précédemment visitées, Léandre Bassolé a eu le même message. Qui parle de réconciliation, parle de faire une tâche extrêmement délicate et importante, mais ensemble. Parce qu'on ne peut pas réconcilier en laissant certaines parties de notre population de côté. Nous avons besoin, de manière encore plus forte, de ceux qui représentent notre tradition, nos valeurs culturelles. Et c'est pour ça que nous sommes venus aujourd'hui demander aussi, leur expliquer un peu le cheminement que nous nous proposons pour conduire ce processus de réconciliation. Une démarche bien appréciée par le Dima du Zongrantenga qui promet tout le soutien nécessaire à l'institution. Le Ashkroun a notre soutien et nos bénédictions. Je leur ai dit que ce qui est à la base des crises, ce sont les ragots, les calomnies et les rumeurs. Pour construire la paix, il faut de la retenue devant toute situation et aller toujours à la source, ce qui permet de bien apprécier les choses et de prendre les bonnes décisions. Après Tenkodogo, Léandre Bassolé et sa délégation iront à Gawa, Bobo Dioulasso et Dédougou pour recueillir les conseils et demander les bénédictions des autres notabilités coutumières. Des valeurs culturelles, miroirs de notre identité, mais il y a aussi des chefs-d'œuvre que nos ancêtres nous ont légués. Escale dans la cité de Massako, les ruines de l'Europénie, devenues patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2009. Hélas, l'on est passé de l'euphorie à la déception en seulement une décennie, car la conservation semble difficile et les ruines de l'Europénie risquent de céder à la pression anthropique. Mais il y a aussi celle des animaux et des espèces végétales. Oumarou Sagnon et bienvenue Taoussa, reportage. Au moins 10 siècles d'histoire, environ 11 130 mètres carrés de superficie
Vestiges de civilisation, les Lourons ou les Koulango, les ruines de l'Oropéni gardent aujourd'hui leur attractivité. Depuis son inscription en juin 2009, en termes de conservation, je peux dire que c'est un bien qui est mieux conservé jusqu'au jour. L'année passée, il y a eu des experts qui sont venus, on a fait une évaluation. Puis après son inscription, il faut 10 ans. Mais les résultats sont vraiment satisfaisants en termes de conservation. Mais des inquiétudes subsistent. Le site classé en 2009, patrimoine mondial de l'UNESCO, est confronté à des menaces. L'homme, les animaux et les plantes. La divagation des animaux à l'intérieur du site, ça c'est vraiment une menace. Voilà. Il y a les rats aussi qui constituent des menaces. Voilà. Et les chasseurs des rats. Voilà. Vous avez même vu de l'autre côté où les gens ont creusé au bas du mur pour chercher les rats. Voilà, c'est pas normal. Il y a les visiteurs même, les visiteurs eux-mêmes qui se prennent plaisir en voulant toucher aussi et peut-être essayer de secouer une pierre, voir si c'est solide. L'autre menace, la voici. Cet arbre pourrait contribuer à la chute de ce mur car trop proche. Beaucoup d'autres végétaux sur ces lieux constituent des dangers. La dernière opération que nous avons menée, c'était en 2015. C'était l'élagage et l'abattage de certaines espèces végétales. Donc je crois qu'il faut peut-être reprendre aussi ces opérations-là. Beaucoup d'autres actions de préservation se mènent sur ce site. C'est un travail confié à un comité de gestion. Nous menons des activités de sensibilisation envers les populations riveraines et pour éviter qu'il y ait la divagation des animaux dans la zone tampon, qui est la coupe abusive du bois, qu'il n'y ait pas aussi la production de charbon et qu'il n'y ait pas non plus les feux de brousse. Abandonnées par une civilisation ancienne selon des études, les ruines de l'Oropéni renferment une histoire qui n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Voilà, il faut tout mettre en œuvre pour préserver ces ruines. Autre point de l'actualité, c'est donc un clin d'œil sur les chiffres. La loi de finances rectificative 2020 passée à la loupe au Centre citoyen d'analyse et de suivi des politiques publiques. Cette analyse qui se veut citoyenne permet aux participants de mieux comprendre les grandes lignes du budget et les priorités du moment. Olopoda. Faire l'analyse de la loi de finances rectificative 2020, c'est l'exercice auquel s'adonnent ici les organisations de la société civile. Un débat citoyen autour du document afin de permettre à ces organisations de veille citoyenne de mieux s'imprégner des modifications en termes de mobilisation des ressources et exécution des dépenses prévues pour des actions de développement. Le budget qui a été voté donc au départ donc pour l'année 2020 et avec la situation donc que nous connaissons aujourd'hui, il y a donc une loi de finances rectificative qui a été prise au regard donc du contexte de la maladie donc à coronavirus. Et vous voyez, il y a de nombreuses décisions donc qui ont des implications budgétaires et il est intéressant donc de partager aujourd'hui et ces conclusions donc avec l'ensemble donc des citoyens pour les permettre donc d'exercer ce contrôle-là. Renforcer le contrôle citoyen des politiques publiques, l'objectif est clair. Ces organisations de la société civile sont appelées à faire des propositions à l'Assemblée nationale qui doit adopter le projet de loi de finances rectificative 2020. Le projet Willet, une formule toute trouvée par l'ONG Oxfam et ses partenaires pour une bonne gestion de la chose publique. Culture de redevabilité et participation citoyenne sont alors les maîtres mots. Au moment où le projet s'achève, après 15 mois de mise en œuvre dans 3 communes du centre-ouest, des Hauts-Bassins et de la boucle du Mouhoun, les cellules de veille citoyenne nouvellement installées prennent le relais. Yves Romba et Hélène Sedougo, reportage. Cette rencontre d'échange marque le top départ du projet Willet, un programme de renforcement de la participation citoyenne et de la redevabilité dans la gestion des finances publiques. Les communes de Soa, de Houndé et de Dédougou sont les zones bénéficiaires du projet dont les activités ont démarré en 2019. Ce projet, donc, son intérêt, c'est de travailler donc, à la participation citoyenne et à plus de redevabilité. Donc lorsqu'on parle de participation citoyenne, c'est que nous souhaitons que les élus locaux travaillent donc à une certaine transparence dans la gestion et facilitent justement l'adhésion des administrés donc à la cause publique.
Et raison pour laquelle, dans les communes où nous intervenons, il y a des sessions de redevabilité qui sont donc faites aux administrés. Le projet financé par la fondation américaine Willets à plus de 378 millions de francs CFA a une durée de mise en œuvre de 30 mois. L'effectivité du fonds minier de développement local, la prise en compte des priorités des populations à la base et la création des cellules de veille citoyenne sont entre autres acquis du projet après 15 mois d'exécution. C'est l'occasion en tout cas de féliciter et de magnifier l'action des comités de veille. Parce que ces personnes-là, depuis en tout cas pour ce qui nous concerne, depuis qu'ils sont à la commune de Soie, je peux vous rassurer que ceux qui viennent pour exécuter des travaux à Soie, ils savent pertinemment que même si le maire n'est pas à côté, aucun élément du conseil municipal n'est à côté, ils ont l'obligation de le faire parce qu'ils savent qu'il y a d'autres personnes qui sont là, qui regardent, qui scrutent, j'allais dire, leur réalisation et qui vont les interpeller. Il est attendu dans la suite du projet Willets la création d'une plateforme de mesure de la gouvernance locale www.collectivitymetre. Elle vise à mettre à la disposition des citoyens des informations sur la gestion des élus locaux. Dans le registre dons de ce journal, l'association Lydia est solidaire des personnes vulnérables. Elle offre du matériel au département en charge de l'action humanitaire pour une meilleure prise en charge des apprenants, jeunes filles et garçons à l'école des métiers. Des kits pour faciliter leur réinsertion socio-professionnelle. Salifou Belem, Marguerite Douagnon. Doter les centres professionnels pour la réinsertion des jeunes filles et garçons en situation difficile et ou en rupture sociale de matériel de formation, c'est l'ambition affichée par l'association Lydie. Un accompagnement que l'association veut étendre sur 3 ans. Étant donné que nous travaillerons ensemble avec les différentes structures concernées, nous verrons au fil du temps les besoins à combler. Et donc, pendant les 3 ans, si les besoins d'apporter un peu plus de matériel, donc on le fera. Mais selon les besoins qui seront signalés, nous ferons en sorte donc que ces structures ne manquent pas de ressources pour être bien outillées et travailler pour que les enfants puissent être bien formés. 10 millions de francs CFA, c'est la valeur du don de ce matin à la ministre en charge de la famille, Laurence Marchal, qui rassure du meilleur usage de ce matériel. Ce matériel sera à la disposition des formateurs pour l'apprentissage. Ce n'est pas à donner déjà individuellement pour la réinsertion. Maintenant, si nous avons comblé le gap d'apprentissage, ce qui va rester comme matériel en plus sera doté pour les meilleurs pour qu'elles puissent s'installer. Nous remercions infiniment l'association Lydie pour ça parce que vous savez que nous travaillons dans d'autres domaines aussi avec cette association, mais nous voulons aussi lancer un appel aux autres associations qui travaillent dans le même sens d'avoir une action coordonnée. Parce que si nous coordonnons nos actions, nous pouvons mieux impacter avec ces cibles et nous pouvons mieux les accompagner. L'espoir caressé par l'association Lydie à travers cette action, c'est de voir des jeunes à la fin de leur formation réinsérés dans la société et ayant des repères. Dans l'actualité internationale, l'on apprend aujourd'hui la démission du vice-président ivoirien Daniel Kabla-Duncan, un départ acté par le président Alassane Ouattara. Le cabinet du président annonce que le vice-président a remis sa démission pour des raisons de convenance personnelle le 27 février dernier. C'est une grosse surprise qui intervient alors que le pays est en deuil et s'apprête à rendre hommage au premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé mercredi dernier. Toujours à l'international, attention, la menace du Covid-19 est toujours d'actualité. De nouvelles contaminations ont été signalées dans plusieurs pays, ce qui fait craindre un regain de la maladie. Et le redéconfinement s'impose. Regardez. La menace du Covid-19 ne pouvait pas être oubliée lors des premières élections en Espagne depuis le début de la pandémie. Des élections régionales organisées ce dimanche au Pays Basque et en Galice. Les mesures sanitaires étaient drastiques. Les électeurs atteints du Covid-19 n'ont pas eu le droit de prendre part au scrutin, soit environ 420 électeurs sur un total de près de 4,5 millions de personnes. Et pas de surprise, les conservateurs se sont maintenus au pouvoir en Galice, tout comme le PNV au Pays Basque.
En France, un concert a fait polémique ce week-end. Il était organisé par la ville de Nice. 5000 personnes ont dansé sur la promenade des Anglais, sans grand respect des gestes barrières. Ça fait vraiment du bien à tout le monde, je pense. On peut le voir, tout le monde danse et c'est super bien pour tout le monde, quoi. Ça fait passer à autre chose. Ces images ont fait bondir plus d'un soignant. Le maire de Nice a finalement annoncé qu'il imposerait désormais le masque en extérieur pour les grands événements de ce type et demandé à l'État d'en faire de même. Aux États-Unis, le nombre de contaminations continue d'augmenter dans de nombreux États. La Floride a connu un bon record hier de plus de 15 000 cas. Une hausse qui était mise en lien avec la réouverture de 2 parcs Disney, malgré les mesures sanitaires imposées. Sur le continent africain, les cas de coronavirus confirmés en Afrique du Sud ont doublé en 2 semaines seulement pour atteindre le chiffre de 250 000, soit un quart de million. Son président, Cyril Ramaphosa, a lancé cet avertissement. La recrudescence des infections qui nous avait été annoncée par nos experts médicaux est maintenant arrivée. La tempête est sur nous. À Johannesburg notamment, quand il en manque, les ventilateurs d'assistance respiratoire sont achetés par des entreprises privées et des particuliers. La pandémie met en évidence le fossé entre riches et pauvres en matière de soins. Revue de presse pour refermer cette édition, à lire à la une des quotidiens la crise politique au Mali et l'investiture de Roch Marc-Christian Kaboré, candidat du MPP à la présidentielle du 22 novembre prochain. Lecture croisée des journaux avec Sekou Zongo. À la une des parutions du jour, un sujet fait son dictat. Lequel sujet? L'investiture de Roch Marc-Christian Kaboré. Pour aujourd'hui au Faso, c'est un secret de polichinelle, car au-delà du mouvement du peuple pour le progrès MPP, c'est toute la PMP, l'alliance des partis de la majorité présidentielle qui s'aligne derrière Roch, souligne le journal, et pour corroborer, investiture du candidat du MPP, Roch, naturellement, s'exclame aujourd'hui au Faso. Roch n'est plus le candidat du MPP, mais celui des forces progressistes. Propos de Simon Compaoré, repris par l'observateur Palga. Le journal qui conclut à propos de ce soutien, l'œuf dans les mains de Roch. Une coalition MPP et forces progressistes. Le doyen des quotidiens burkinabés s'en fait une idée et affiche à sa manchette investiture Roch Marc-Christian Kaboré. Le MPP rêve d'un deuxième coup KO. Mais attention, interpelle la rédaction de Aujourd'hui au Faso. Cette investiture est une épreuve du président candidat. Même s'il reconnaît le journal, le rôle de double chapeau est difficile à jouer. Le président doit reconnaître la ligne de démarcation entre les actions présidentielles et celles du candidat. Et puis, crise politique au Mali, l'issue de cet épisode reste une interrogation. Ces 10, 11 et 12 juillet 2020, s'est jouée une géopolitique au Mali, lâche l'éditorialiste de Aujourd'hui au Faso. Au regard de l'évolution de la situation, Aujourd'hui au Faso est en droit de penser que les leaders de ce mouvement contre IBK voudraient d'une résolution avec tous les Maliens et la communauté internationale. Merci de la fidélité au programme de la télévision du Burkina. L'information revient à 19h. À bientôt.